Et bonjour, ou bonsoir, ou rebonjour, ou rebonsoir. Du côté d'AEW Dynamite, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On va en parler très rapidement en 5 points. C'est parti. Et premier point, qui est un bon point, c'est Jon Moxley, tout simplement. Jon Moxley qui prend l'avantage dans cette rivalité autour de Inner Circle et de Moxley. Chris Jericho, toujours champion de l'AEW, qui va défendre bientôt son titre contre Jon Moxley. Donc du coup la rivalité qui continue encore et toujours cette semaine. Jon Moxley affrontait tout simplement Ortiz dans un match qui s'avérait très sympathique, mine de rien, un match assez compétitif. Voilà, ça a mis bien Ortiz en avant. Après le match, très rapidement, Santana a essayé d'attaquer Moxley. Malheureusement pour lui, il s'est fait avoir. Et Moxley s'est un petit peu vengé, donc on part sur du œil pour œil, dent pour dent, mais cette fois-ci c'est un œil pour un œil. Donc voilà, Santana se retrouve également borgne désormais. Et Jon Moxley qui prend l'avantage même s'il est tout seul contre l'Inner Circle. Certes, ça fait un petit peu passer Inner Circle pour des gogoles, on pourrait dire. Mais c'est très bien foutu et Jon Moxley est de plus en plus fort, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'était un opener très très sympathique. Jon Moxley dégage vraiment un charisme incroyable depuis qu'il a la AEW. Pour le coup, c'est vraiment une grosse réussite de sa part et de la part de la AEW également de l'avoir mis dans cette position. Et voilà, il ne le fait que confirmer de semaine en semaine et ça fait vraiment très très plaisir. Deuxième point, et c'est un mauvais point malheureusement, c'est tout ce qui se passe autour des équipes dites inférieures. Donc quand je parle d'équipes inférieures, je parle des Best Friends par exemple, même si Orange Cassidy est toujours très très marrant et très très populaire. SCU qui malheureusement a perdu le titre et apparemment ils ne veulent pas les récupérer. Et aussi malheureusement pour mon grand désarroi, c'est le Dark Order. Le Dark Order qui ne fait plus rien, malheureusement ils viennent attaquer les équipes après leur match pour un petit peu foutre le bordel et proposer des masques à qui le veut, mais ça ne marche pas à chaque fois. Et du coup voilà, ça tourne malheureusement en rond. Donc on a eu un match qui s'avère quand même très sympathique entre Best Friend et SCU. Je me rappelle même plus qui a gagné, je crois que personne n'a gagné parce que le Dark Order est venu attaquer les deux équipes. Peut-être que je me trompe, dites-le en commentaire et bien sûr reprenez-moi, tout simplement. Je cherche mes mots, mais voilà. Et suite à cette attaque de Dark Order, ils ont proposé un masque à Orange Cassidy qui a poliment refusé, bien sûr. Et Christopher Daniels est tout simplement venu faire le sauvetage pour un petit peu débarrasser le ring du Dark Order. Dark Order qui quitte le ring après l'arrivée de Christopher Daniels, comme quoi un homme peut en faire fuir 6 ou 7. Mais voilà, malheureusement, c'est un point négatif. Ça tourne beaucoup en rond autour des tag teams inférieurs dans la carte. Et c'est pour moi vraiment un point noir, alors que j'adore toutes les équipes que j'ai citées, surtout Dark Order qui pour moi est vraiment mal utilisé depuis qu'ils sont à la AEW. Mais voilà, advienne que pourra pour cette équipe, j'espère que je retrouverai de l'intérêt dans les prochaines semaines, mais pour l'instant cette semaine, pour moi, c'est un mauvais point. Troisième point qui est un bon point, et étonnamment d'ailleurs, c'est la Britt Baker, tout simplement le Dr Britt Baker, qui a fait une belle prestation contre Yuka Sakazaki, ma favorite, du côté de la AEW, si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas compris, au vu de ma réaction la semaine dernière quand j'ai appris son retour. Mais voilà, Britt Baker et Yuka Sakazaki qui ont fait un match plutôt correct. Mine de rien, on voit que Yuka Sakazaki a malheureusement un petit peu du mal à s'adapter au style américain. Mais Britt Baker, depuis qu'elle est en heel, c'est-à-dire depuis 3 semaines maintenant, elle dégage vraiment quelque chose en plus et c'est vraiment une très très bonne décision qu'ils ont eu de la faire tourner heel. Donc du coup voilà, c'est une bonne prestation. Yuka Sakazaki qui remporte la victoire avec un magnifique roll-up, un magnifique petit paquet pour les francophones que nous sommes. Mais voilà, c'était vraiment une très bonne prestation. Après le match, Britt Baker attaque tout simplement Yuka Sakazaki et lui met sa bouche sur les cordes et il fout un coup de pied directement dans les cordes, enfin dans la tête qui était bloquée dans les cordes. Et du coup après un très approximatif blade job, un faux blade job bien sûr, hein, l'arbitre féminine de la AEW est venue lui donner une fausse dent et lui mettre du sang dans la bouche. Malheureusement ça a été pris par la caméra pile à ce moment là, donc malheureusement ça n'a pas été très bien fait, mais j'aime bien le fait de tenter des choses voilà comme ça. Et j'ai beaucoup apprécié, hormis le fait que du coup, voilà, c'était obvious, comme on pourrait dire. Mais c'était bien tenté. Yuka Sakazaki qui a essayé d'attaquer directement après Britt Baker, mais qui s'est très vite
fait prendre dans sa soumission, dans sa prise de soumission que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, on découvre une Britt Baker vraiment charismatique pour le coup, une vraie heel avec du charisme, et ça fait vraiment plaisir à voir. On a vraiment envie d'en voir plus, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Est-ce qu'elle va continuer sa rivalité avec Yuka Sakazaki, ou est-ce qu'elle va partir sur autre chose, pourquoi pas. J'ai hâte de voir ça. Je profite de ce petit point pour faire un petit sous-point d'une news que j'ai appris suite à ce show. C'est tout simplement la fin de la rivalité et surtout de la storyline autour du Nightmare Collective, donc autour de l'équipe de Brandy Rhodes. À mon plus grand plaisir, enfin on arrête cette storyline horrible. Comme quoi, voilà, ça fait plaisir d'écouter les fans de temps en temps. Et très très bonne décision de la part de la AEW, surtout de Brandy Rhodes, de se rendre compte en fait que cette chose était une storyline totalement affreuse et totalement dépassée également. Et voilà, c'est une bonne décision, c'est un sous-point, mais j'avais envie quand même de l'aborder. Quatrième point, qui est un bon point, malgré le fait que j'ai eu du mal ces dernières semaines avec cette storyline, force est de constater qu'elle me plaît de plus en plus au fur et à mesure des semaines. Je me sens convaincu par ce qui se passe, même si je trouve ça toujours, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup trop appuyé, beaucoup trop clair en fait dans cette storyline. C'est tout ce qui s'est passé avec Adam Page. Donc du coup voilà, dans l'épisode de cette semaine, l'élite, accompagnée de Eggman Adam Page, c'est pas moi qui le dis, c'est la présentation des catcheurs, donc du coup Kenny Omega et les Young Bucks, et du coup Eggman Page affrontaient les Lucha Brothers et The Butcher and the Blade, qui est toujours accompagné de The Bunny, Ali. C'est un match que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le genre de match que j'apprécie énormément du côté de la AEW, tout simplement parce que j'adore tous les catcheurs présents sur le ring pour le coup, et que ça a vraiment été bien fait. C'est le genre de match qu'en fait qui me font aimer la AEW. Et voilà, du coup on a eu une histoire autour d'Eggman Adam Page, tout simplement c'était la storyline de ce match, c'est vraiment pour encore plus accentuer cette histoire qu'il y a eu ce match tout simplement. C'est le fait qu'à la fin du match, malgré le fait qu'il soit affaibli de son genou, Adam Page ne veut pas faire le changement avec les Young Bucks, et du coup malheureusement ça coûte la victoire à son équipe parce que les Lucha Brothers prennent directement l'avantage après pour reporter directement leur finisher. Et du coup voilà, ça continue cette histoire autour de l'élite, autour de Eggman Adam Page qui veut pas, qui est en dissension tout simplement avec ses coéquipiers, ses futurs ex-coéquipiers j'imagine. Mais voilà, c'était très intéressant, c'est très bien fait. C'est le genre de truc un petit peu subtil que je préfère plutôt que de nous dire vous avez vu, Eggman Page il arrive, il a pas besoin d'aide et puis après il repart tout seul. Ça je trouve ça vraiment trop accentué. C'est ça d'ailleurs qui m'a un petit peu déçu dans cette storyline. Mais les moments comme cette semaine, c'est vraiment des moments que j'apprécie et que je trouve très intelligent pour le coup, et que j'ai vraiment envie d'en voir plus et de continuer cette storyline pour le coup avec ce genre de choses. Ça me donne envie vraiment de m'impliquer dans ce qui se passe. Et voilà, suite à ce match là, les Young Bucks ont voulu à Eggman Adam Page dans les coulisses tout simplement. Ils ont dit que c'était à cause de lui qu'ils avaient perdu le match. Et voilà, c'est juste pour continuer la storyline que ça a été fait, mais c'était très bien fait et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et on passe au cinquième et dernier point. Je sais que sur ce point je vais me faire beaucoup d'ennemis sans doute, mais c'est que mon ressenti personnel. Je vous invite à partager le vôtre en commentaire, toujours dans la politesse surtout, et dans le respect les uns des autres, surtout de moi-même pour le coup, vu que c'est moi qui vais m'attirer des ennemis. Mais c'est tout simplement le segment de fin autour de Cody et de MJF, le fait que Cody devait se prendre 10 coups de ceinturon pour pouvoir affronter MJF ensuite pour le pay-per-view. Voilà, c'est vraiment un segment qui malheureusement j'ai trouvé vraiment mauvais pour le coup. Voilà, je vais pas mâcher mes mots. J'ai dit du bien de Cody ces dernières semaines, tout simplement parce que j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait ces dernières semaines, pour son travail sur le ring notamment, et le fait qu'il était moins impliqué dans les grosses storylines et qu'il se mettait beaucoup moins en avant. Mais là, force est de constater qu'il m'a fait totalement mentir, parce que cette semaine, il a fait totalement le contraire. Voilà, il s'est pris clairement en 10 coups de ceinture totalement volontaires pour accentuer son personnage de face qui affronte le méchant MJF. Voilà, c'était vraiment, pour moi c'était vraiment too much, c'était trop. C'est le genre de choses que je déteste chez Cody, quand il en fait trop, quand il se met trop en avant en faisant trop dans ce genre de choses. C'est vraiment dans ces moments là où je le déteste malheureusement. Et c'est ce qu'il a fait totalement pendant cet épisode de AEW Dynamite malheureusement. Voilà, je trouve que c'était vraiment trop.
Malheureusement, je trouve vraiment que cette storyline est trop accentuée. Ces dernières semaines, on n'en a pas du tout entendu parler, donc comme quoi, soit ils n'avaient pas grand-chose à dire sur cette storyline, soit ils n'avaient pas encore prévu ce qu'ils voulaient faire. Mais pour le coup, là, quand c'est... Je trouve ça trop, en fait. J'ai déjà parlé du turn de MJF ces dernières semaines, d'ailleurs depuis Pay-Per-View Full Gear, où je trouve que c'était trop tôt pour lui de devenir heel. Je pense toujours que c'est le cas, hein. Malheureusement, j'ai pas réussi à m'impliquer dans sa stratégie d'être gentil avec Cody. Je comprends toujours pas pourquoi il a trahi à ce moment-là. Pour moi, c'était vraiment un moment inutile pour le trahir. Mais voilà, maintenant, je comprends pas pourquoi Cody doit subir les foudres de MJF, pourquoi il doit se prendre 10 coups de ceinture pour pouvoir affronter MJF. Je trouve ça beaucoup trop exagéré. Surtout que Cody, je le rappelle, est le vice-président de la AEW. Et je dis ça en toute connaissance de cause, hein. Je comprends tout à fait ce que vous allez me dire. Oui, mais dans l'histoire, il dit pas ça et tout. Mais oui, mais en fait, ça a été présenté comme ça. Donc vous pouvez pas dire aux fans de la AEW et aux fans du monde entier de catch que Cody, les Young Bucks et Kenny Omega sont les vice-présidents en les annonçant officiellement comme vice-présidents, pour après le faire semblant que ce n'est pas le cas dans les storylines qui sont présentes tout simplement dans toutes les semaines, quoi, à Dynamite. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi cette suspension d'incrédibilité ne fonctionne pas à certains moments du côté de la AEW. Je trouve ça totalement incohérent. Et malheureusement, voilà, j'ai trouvé ce segment too much. J'ai compris totalement la volonté, hein, comme je l'ai déjà dit la plupart du temps, je comprends ce qu'ils veulent faire, mais c'est pas pour ça que j'adhère. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est pourquoi un tel déchaînement de violence, alors que tout simplement il n'y a rien en jeu, à part le fait qu'MJF ait trahi Cody. Il n'y a rien en jeu, il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'histoire personnelle plus que ça. Voilà. Je trouve ça beaucoup trop. Voilà, c'est trop. Et malheureusement, ça me sort du truc. Le fait qu'ils fassent ce genre de choses quand c'est des storylines qui sont importantes, comme pour un titre, pourquoi pas, ou pour une histoire personnelle qui puisse vraiment toucher le personnel, je trouve ça très intelligent. Mais là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ça soit trop personnel. Et c'est pas pour un titre non plus, pas pour le titre de la W. Donc je suis un petit peu mi-figue mi-raisin, comme on pourrait dire. Voilà, je m'arrête ici. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode d'AEW. J'attends vraiment vos retours sur mon 5e point, hein, qui est les coups de ceinture de MJF sur Cody. Voilà, tout simplement parce que moi je l'ai pas apprécié. Je sais que beaucoup de gens l'ont apprécié. J'ai vu aussi beaucoup de commentaires de gens qui disaient waouh, que c'est vraiment incroyable, Cody est tellement courageux, tout ça. Dans ces moments-là, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce que les gens voient les mêmes choses que moi, ou alors est-ce que je suis totalement vieux et con? Dites-moi ça en commentaire si je suis vieux et con ou si je suis jeune et intelligent. Je pars totalement en couille dans cette fin de vidéo. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez pensé de ce show et surtout de ce segment de fin. Et si ça vous a plu, en tout cas cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager également. Et d'ailleurs, même si ça vous a pas plu, voilà, je vous invite à le faire. Parce que pour qu'on puisse partager avec d'autres personnes, le débat c'est très important, surtout dans le catch. On est très peu dans la communauté francophone à parler. Donc parlons, mes amis, parlons. On se retrouve très rapidement pour d'autres critiques hebdomadaires. Il me semble que bientôt, il y a un pay-per-view, je ne sais pas lequel, dites-le en commentaire, mais on en parlera avec plus d'intérêt. Et on se retrouve très rapidement pour la suite des critiques en 5 points ou d'autres choses. Bisous!